Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie pour avoir une vue un peu plus fine sur tous les enjeux que peuvent apporter un portfolio, que vous soyez designer, UX designer, product designer, UI designer ou tout autre métier. On a essayé de vous proposer un contenu qui soit le plus détaillé. Alors ça fait pas mal de temps que Manuel et Nathalie ici présents échangent, travaillent sur ce que vous allez découvrir. On a eu la chance de faire plusieurs portfolio reviews. Là, on ouvre cette nouvelle saison 2022-2023 par ces 3 sessions qui vont nous permettre d'avoir une vue très exhaustive de la manière de construire un portfolio, de le diffuser et de l'itérer. On va donc commencer aujourd'hui et donc je suis ravi de vous avoir avec moi et je vais vous laisser bien entendu la parole. Eh bien, Nathalie, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le numérique. J'ai commencé en 97, au siècle dernier, et je suis UX designer depuis une douzaine d'années. L'idée, effectivement, de construire son portfolio, c'est que moi, je suis devenue UX designer dans une société où j'étais déjà en tant que webmaster officiellement. Donc, quand j'ai voulu changer en 2018, j'ai juste posé mon CV finalement sur l'APEC, j'ai eu des contacts de la part de sociétés, et j'ai été embauchée comme ça. Et quand j'ai voulu quitter finalement ma boîte, juste au moment du Covid, enfin c'était avant que ça arrive. Non, c'était après d'ailleurs. Et il y avait quand même pas mal d'offres où il fallait finalement un portfolio. J'en avais pas et je me suis dit, c'était un petit peu la panique. Et j'ai suivi un cours de coaching d'une dame dont on parlera peut-être un peu beaucoup. C'est Sarah Doody, qui est une Canadienne, qui vit aux États-Unis et qui est un petit peu une reine finalement sur le coaching portfolio. Et je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai appris avec elle pour construire mon portfolio et pour vous présenter ce qui va être présenté durant ces différentes parties. Et bonjour à tous, moi c'est Manuel. Donc, je suis UX designer dans une agence digitale et ça fait près de bientôt 2 ans que je me suis reconverti dans l'UX design. Et en fait, pourquoi on s'est lancé dans ce projet, moi aussi, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'étais diplômé à S-Mode dans une école de mode en tant que designer. Et je suis parti d'un constat, c'est qu'on a été un peu confronté au marché du travail assez difficilement. Moi, de mon côté, j'ai eu de la chance que j'avais été suivi par des chasseurs de tête et qui m'aidaient à construire mon portfolio. Mais de nombreux camarades qui même étaient certains plus talentueux que moi n'ont pas trouvé de travail. Et là, en entreprenant une reconversion, ça me tenait à cœur justement de donner tous les tips que j'avais pu apprendre pour essayer de les partager au maximum. Donc, que ça soit à la base dans ma classe ou dans l'école, et là, ça prenne un peu plus d'ampleur. Et donc, voilà pourquoi on s'est lancé dans cette présentation. Génial, effectivement, vous avez donné beaucoup de votre temps l'année dernière et c'est top d'arriver maintenant à une vue un peu large après avoir fait beaucoup de portfolio review et donc allez-y, on est tout oui, découvrons cette première étape. Donc on va partir sur 3 parties là. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le programme qu'on a construit était tellement énorme qu'on s'est dit que si on faisait tout en un coup, il fallait faire au moins pendant 2 heures et qu'on allait perdre des gens, donc on a un petit peu découpé. On va commencer avec le démarrage aujourd'hui. Dans 15 jours, si je ne me trompe pas, on fera la partie réalisation. Et puis dans un mois, on partira sur la partie gestion. Donc après, les sources seront disponibles, un petit peu plus élaborées. On aura le temps aussi d'y travailler sur quelques points qu'on n'a pas finalisés. Mais ce sera disponible. Et puis on sera là de toute façon sur le Don't Panic pour les questions. Alors, un portfolio finalement, Manu, c'est fait pour qui ? Alors, pour qui, moi je dirais, c'est déjà toutes les personnes qui ont envie de se démarquer, qui ont envie de montrer donc leur personnalité, que ce soit des UX designers, directeurs artistiques, graphistes, UX writers, UX researchers. En fait, un portfolio il va s'adapter aussi, donc son contenu va s'adapter en fonction de ce que vous avez envie de montrer, à quelles compétences vous avez envie de mettre en avant. Là, on fait un constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les offres d'emploi, quasi 90% des offres demandent un portfolio. Donc déjà, si vous nous envoyez juste un CV sans portfolio, vous tirez une balle dans le pied. Et du coup, l'occasion, vous allez tomber sur d'autres designers qui vont avoir des compétences aussi belles que les vôtres. Et là, la différence ça va jouer dans le portfolio. Donc, c'est la solution pour vous démarquer. Je l'ai vécu, effectivement, on a recruté il y a quelques mois et on a des gens qui nous ont écrit un petit peu comme ça, en mode « Ah, il n'y avait rien ». Et tant pis. Alors, se préparer, donc avant de se lancer déjà dans le portfolio, déjà, c'est important, c'est de prendre du temps pour penser à qui on est. Et donc, on va y penser à travers différentes questions. Donc, un portfolio, pourquoi et comment ? Un portfolio, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que le portfolio, je connaissais notamment dans le cadre de la photo ou des arts. Donc, c'était un petit fascicule dans lequel il y avait des éléments graphiques tout seuls, que les gens présentaient à la main.
Et aujourd'hui, on retrouve encore un petit peu ça. Le problème, c'est que finalement, un résultat graphique un petit peu brut, sans le process de construction, c'est pas très très intéressant. Là, au contraire, ce qui va être intéressant et ce que vous allez devoir faire, c'est montrer votre processus de construction. Et en montrant ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus vendeur finalement que juste je dirais, un bête diaporama de vos réalisations. Et la seconde chose importante dans le portfolio, ça va être le personal branding. Donc, le personal branding, c'est quoi? Ça peut s'exprimer donc à la fois graphiquement, mais aussi donc au niveau de la storytelling. Donc, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Quelles sont vos passions et les choses qui vous font vibrer? En fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les êtres humains donc, sont attirés par des histoires. Donc, en racontant donc, à la fois vos succès, vos échecs, vous allez interpeller l'interlocuteur et il va vouloir aller plus loin, découvrir qu'est-ce qui se passe après. Donc, c'est un excellent moyen du coup de les interpeller et de marquer les esprits, justement. C'est aussi le moment aussi de vous demander aussi là où vous voulez aller et de l'exprimer clairement. Et pourquoi faire un portfolio? Donc, pourquoi faire un portfolio? Ça va être déjà donc, pour décrocher un premier emploi, pour postuler à une formation, obtenir une promotion au sein d'une entreprise. Il y a des tas de raisons pourquoi vous pouvez vouloir réaliser un portfolio. C'est aussi pour se préparer peut-être pour de nouvelles opportunités, rester ouvert au marché et surtout peut-être faire un bilan sur votre carrière, là où vous en êtes aujourd'hui. C'est vrai qu'on va partir des projets que vous avez réalisés, on va les transformer finalement en études de cas, plus ou moins longues. À travers ces études de cas, vous allez montrer vos compétences, notamment ce que vous savez faire. Et vous verrez que on ne sait pas forcément tout faire et c'est pas grave parce que les compétences en design de manière générale sont très très vastes et qu'aujourd'hui on part beaucoup plus sur des spécialisations avec des équipes qui se complémentent. Avant finalement de se lancer dans un portfolio, on avait dit l'idée c'est de faire un point sur soi et de commencer à parler de soi. Et donc j'ai envie de dire parlez-moi de vous, notamment à travers les savoir-faire autour du métier du designer. Donc, on a listé quelques compétences que vous pouvez avoir. La liste, elle n'est pas complète, on pourra la compléter, mais c'est par rapport à ça, c'est qu'est-ce que vous savez faire ou ce que vous voulez faire finalement, vers quoi vous tendez, notamment quand vous êtes junior. On a disposé sur 6 grandes thématiques, la partie recherche, la stratégie produit, la stratégie des contenus, l'experience design, le visual design. On a mis aussi un petit peu de développement front-end parce qu'on a des UX designers qui arrivent de ces métiers-là. Faut pas oublier qu'on a des gens qui soit se forment en sortant de l'école, soit des gens qui se reconvertissent et qui arrivent de profils un petit peu différents. Donc on peut avoir des compétences annexes qui viennent de la communication, qui viennent du développement, qui viennent du graphisme, qui viennent de la psychologie. Nathalie, présente-nous tes expériences. Alors, voilà, ce que moi je sais faire, alors pas ce que je veux faire, pour l'instant. Alors moi, c'est vrai que j'ai un profil qui est quand même très très orienté sur la recherche, la stratégie produit et la stratégie de contenu. Ça, c'est parce que je ne suis pas graphiste ni développeuse de formation. Donc j'ai eu l'occasion, à travers mes différentes expériences, à mettre en œuvre tout ça, les entretiens utilisateurs, les synthèses de recherche, les tests, des personas. On aurait pu rajouter aussi les experience maps, les user flow, la stratégie de produit, donc réfléchir à finalement quelle est la problématique au départ, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place, quel impact derrière, et aussi toute la partie contenu sur laquelle moi je me suis lancée assez récemment, qui devient de plus en plus importante. On voit le métier de content designer en train de prendre de l'ampleur. Concernant la conception d'interface, l'experience design, je sais faire du sketching, des user flow, des wireframes. Je peux faire des prototypes, effectivement, mais après, la partie visual design, ça, c'est pas ma compétence première. Je peux le faire, si vraiment il faut, mais je vais passer beaucoup plus de temps qu'un expert. Et du coup, dans mes compétences, moi, avec mon passé un peu de graphiste et de directeur artistique, mes expériences dans l'expérience design ou dans le visual design vont être un peu plus complètes, justement, puisque c'est la partie où moi je m'éclate aussi le plus et où j'ai envie de continuer d'avancer là-dedans. Dans la partie recherche, donc là aussi j'ai certaines compétences parce que j'ai réalisé des formations, j'ai pu faire quelques projets où j'ai travaillé là-dessus, mais c'est pas là où on va dire sera mon fort. C'est quelque chose où peut-être que je suis avoué à développer sur le long terme. Et la stratégie produit, on va dire avec mon passé un peu de DA et de chef de projet, du coup j'avais un peu cette vision 360 et du coup ça m'intrigue et ça j'aime me challenger là-dessus, de penser plus loin que là aujourd'hui ce qu'on me propose. Donc, et la partie développement front-end, moi j'ai appris un peu à travailler l'intégration, donc je me suis formé en CSS, HTML pour déjà comprendre. Les développeurs, c'est nos clients, mais déjà comprendre ce qu'ils ont besoin, donc j'ai fait des formations là-dessus. Donc et dans mon ancienne agence, par exemple, je devais
on travaillait sur Shopify, sur Webflow, bah, c'était pratique de pouvoir savoir aussi intégrer quand il y avait des besoins, de pouvoir le faire moi-même sans avoir besoin de passer par quelqu'un. Mais c'est pas une direction dans laquelle j'avais envie d'aller, mais comprendre comment cela fonctionne. Ouais. Oui, c'est important. C'est vrai que moi, je sais comment ça fonctionne. J'ai fait quand même de l'intégration il y a longtemps, mais j'ai complètement abandonné. Et c'est vrai que quand on a vu finalement nos deux profils côte à côte, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires et que si demain il faut créer une équipe, je dirais, de designers, et ben voilà, on pourrait être complémentaires. Je fais la partie recherche, on fait la partie stratégie ensemble. Il va faire peut-être plus l'expérience design, le visual design, et moi je vais plus travailler le contenu, etc. Et puis on aura un développeur pour faire le complément. Justement, sur toutes ces compétences qu'on a, alors on est parti du modèle hanté, donc qui est quelque chose qui existe au niveau de l'entreprise de manière générale, pas spécialement sur le UX design, qui veut dire qu'en fait, chaque métier, chaque famille de métiers a finalement des connaissances de base. Donc c'est la ligne grise qui est en haut. Alors c'est un modèle qui n'est pas tout à fait à jour, on le remettra à jour, on est en train de travailler dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir des connaissances finalement dans ces trucs de base, donc notamment la technique. Hein. Si être UX designer et pas du tout savoir comment ça marche la technique, si on vous dit HTML, CSS et que vous êtes en mode je n'ai aucune idée de ce que c'est un petit peu problématique. Et donc avec le temps d'avoir des expertises dans les verticales. Donc sur la droite, on a mis 2 exemples de ce que peut être un modèle hanté pour un profil junior et pour un profil senior. Donc au fur et à mesure du temps, on avance dans les compétences. Il y a un truc à savoir, c'est qu'on remplira jamais toutes les cases en noir. Si vous le faites, c'est que vous êtes vraiment très très doué, mais vous allez arriver à un niveau de compétence tel que de toute façon, vous n'aurez plus les mains dans le cambouis et vous serez peut-être plutôt, je dirais, head of ou directeur d'un département de design à ce niveau-là. Parce que, de toute façon, vous ferez, même si vous savez tout faire, vous ne ferez jamais tout. Ou alors vous faites un petit projet dans votre coin. Donc voilà, travaillez votre modèle hanté, travaillez vos compétences là-dessus et ne cherchez pas à devenir le designer à 12 pattes, littéralement. Et oui, comme tu l'as dit, Nathalie, on en a beaucoup discuté ensemble. C'est un modèle qu'on a envie de présenter, de redonner un petit peu d'actualité par rapport à ce qu'est un UX designer ou ce qu'est les différents métiers du design. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté de Note Panique sur Discord. On va prendre des moments pour peaufiner et travailler ensemble cette première version qu'on pourra diffuser et donner à n'importe qui. Donc dans cette volonté, encore une fois, de créer des ressources open source. Et notre objectif, c'est 1000 ressources. Donc ça en fera partie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Merci Pierre. Et enfin, donc c'est aussi l'occasion de faire un point sur sa carrière. Donc là, c'est une petite trame assez intéressante que vous pouvez utiliser aujourd'hui et même plus tard si vous avez besoin à un moment donné de vous reposer la question donc d'où vous en êtes dans votre carrière. Justement, parlant de ça, moi, j'avais quelques exercices qu'on m'avait donnés justement quand je voulais justement quitter le milieu de la mode. Et en fait, on m'avait donné des exercices comme par exemple travailler son elevator speech ou les objectifs à court ou à long terme. Et en fait, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est en partie grâce à eux que je suis là aujourd'hui, que j'ai trouvé justement l'UX design. C'est l'occasion de te demander qui tu es, en quoi tu es doué, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui t'intéresse, là où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu refuserais comme poste, pourquoi, et qu'est-ce que tu as envie que ton métier t'apporte. Et du coup, ça te fait poser plein de questions et prendre des fois aussi du recul sur toi-même parce que tes envies, elles sont pas les mêmes que celles que tu avais il y a 5 ans. Et justement, réaliser ce portfolio, je trouve que c'est l'occasion aussi de prendre conscience aussi du parcours qu'on a parcouru et de ce qu'on est capable de faire. Et je crois que justement, c'est ce que tu me racontais, Nathalie, la première fois qu'on avait discuté, c'est qu'en réalisant ton portfolio, tu t'étais rendu compte de tout ce parcours justement que tu avais pu avoir. Exactement. Voilà. C'est vrai que moi j'avais une longue expérience, mais avec beaucoup de difficultés, parce que c'est vrai qu'être UX designer en 2010, c'était pas simple, c'était pas un métier connu, donc il fallait beaucoup le vendre. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir passé beaucoup de temps finalement à brasser du vent, à tenter de motiver les gens, de les convaincre, etc. Mais au final, j'avais quand même fait pas mal de réalisations et je m'en suis rendu compte en mettant tout à plat. C'est justement une fois qu'on a fait toutes ces étapes de qui on est, qu'est-ce qu'on sait faire, vers quoi on veut tendre, c'est le moment de choisir ses projets. Donc c'est comment on va choisir finalement les projets par rapport à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas forcément. On va voir aussi cette problématique. Donc on a 2 critères clés pour choisir ses projets, montrer son type d'expérience et montrer ses compétences. Donc
Manu, toi, tu as bossé dans quel type d'industrie? C'était comment tout ça? Alors moi, du coup, déjà passer par rapport à la mode, donc j'ai bossé sur des sites e-commerce avant de rentrer même dans le UX design. C'est les premiers pas en web design que j'ai pu faire. Donc c'était un des premiers pas. Mais aussi, j'avais aussi envie de montrer que j'étais sorti de ce domaine. Donc j'avais aussi un fort intérêt de montrer des projets qui n'étaient pas du domaine de la mode pour montrer que je voulais ouvrir mon domaine de compétences. C'est vrai que moi, dans la partie e-commerce, c'est une partie que je me suis spécialisé aussi en partie dans l'agence que j'étais avant, parce que justement tout ce qui était Shopify, même tout ce qui était conversion, j'avais fait beaucoup de formations là-dessus pour comprendre vraiment tout le parcours utilisateur et pour pouvoir l'améliorer. Donc c'était un point clé aussi que je voulais mettre en avant sur mon portfolio, et c'est, je pense, ce qui m'a permis aussi d'obtenir mon poste aujourd'hui dans une agence qui est spécialisée e-commerce. Et du coup, c'était en choisissant ces projets, quelles compétences j'avais envie de mettre en avant, qui m'ont permis d'atteindre mon objectif, quoi. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai passé énormément de temps dans du service public. J'ai fait un petit passage finalement dans une société de service. Je me suis rendu compte que j'avais envie de revenir dans le service public et je suis freelance pour des projets d'État. Donc voilà, donc c'est beaucoup de l'industrie publique. Donc c'est à destination essentiellement soit du grand public. Pendant que j'étais en ESN, ça a été des services, des applications métiers. C'est vraiment un autre type de challenge. Avec on est plutôt dans la grande entreprise avec beaucoup d'utilisateurs derrière. En termes de compétences, moi, j'ai été jusqu'à présent, j'ai été UX designer solo. Donc, j'ai toujours été la seule. Par contre, j'ai toujours bossé avec des équipes pérennes pendant pas mal de temps. Et enfin, du coup, par exemple, des choses à éviter quand on construit son portfolio. Donc, ça va être des projets qui sont passés il y a 10 ans, qui vous représentent plus, qui sont peut-être plus aussi, qui représentent plus aussi la technologie qui peut être là présente aujourd'hui. Donc ça, c'est assez important que ce soit des choses qui soient assez actuelles dans le portfolio pour pas l'impression que c'est passé. Sauf si vous avez fait le truc du siècle, j'ai participé à la première version d'Instagram. Bon, ok, d'accord. Vous avez le droit. Mais sinon, évitez. Ouais. Après, j'ai une petite nuance à donner ça, c'est si vous faites un projet qui a duré vraiment pendant pas mal de temps et qui a commencé peut-être il y a 10 ans et qui continue parce qu'on peut bosser sur un écosystème complet, vous pouvez raconter effectivement toute l'évolution de... Moi, c'est ce que j'ai fait. Et aussi la partie un peu fourre-tout, en fait, où à la fin du portfolio, quand on arrive à la fin du portfolio, on se demande, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Enfin, on ne comprend pas vraiment qui vous êtes. C'est un peu le risque en mettant plein de projets un peu trop différents qui sont pas forcément plus aboutis les uns que les autres. Donc, du coup, c'est OK, vous avez fait pas mal de choses, mais ça risque de perdre aussi la personne. Donc, c'est pour ça de se poser la question de là où vous voulez aller. Ça va aussi vous aider à sélectionner votre contenu. Vous pouvez alors éviter aussi le copier-coller, un petit peu d'aller piquer des trucs à droite à gauche en mode juste parce que vous n'avez peut-être pas assez de choses. Ça peut se voir. Moi, je connais une personne qui a un jour découvert que quelqu'un lui avait piqué son truc. C'est pas très très légal, c'est pas très fair-play. De toute façon, après, vous êtes un petit peu coincé si on vous pose des questions sur le sujet. Est-ce que vous saurez broder? C'est pas dit. Vous évitez aussi le côté juste liste de courses. Il ne suffit pas de dire j'ai fait des entretiens utilisateurs, des ateliers d'idéation, des personas, des parcours. C'est pas très intéressant. Ce qu'il faut plus dire, ça va être j'ai interrogé 10 utilisateurs et il en est ressorti 3 irritants principaux. Et là, vous déclinez finalement vos irritants. Voilà. Il ne faut pas juste être factuel sur les bases, je dirais, du process UX design, parce que ça, on imagine quand même que vous êtes censé les avoir fait, en tout cas les avoir mis en œuvre. Ce qui est important, comme je vous l'avais dit plus tôt dans la présentation, c'est de raconter le process et les résultats, pas juste voilà. C'est comme si vous aviez finalement une recette et vous vous contentez de donner, dire il faut 3 œufs, 150 grammes de farine, 150 grammes de beurre, puis vous vous débrouillez avec ça pour faire votre gâteau. Alors, la totale, un petit peu comme le fourre-tout, vous mettez tout ce que vous avez, histoire de faire du remplissage. Voilà, c'est pas la peine de mettre, même si vous faites peut-être que sur un seul type de projet, c'est pas la peine de mettre les 15 que vous avez fait. Ça peut être trop long et si vous allez perdre finalement votre interlocuteur. Le syndrome artiste, moi je vois encore des fois des portfolios, alors souvent sur des sites où en gros on voit c'est mes réalisations et puis on voit des vignettes, des photos, des graphismes. On ne sait pas ce que c'est, alors on est obligé de passer la souris dessus ou de cliquer pour aller voir derrière que c'est du web, du mobile, du graphisme. Il ne faut pas oublier que les recruteurs derrière, souvent en plus si vous postulez dans des
dans des startups qui sont beaucoup en tension sur le recrutement, où il y a peut-être une ou deux personnes en charge du recrutement, qui doivent recruter 8 profils en parallèle. Elles ont pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment leur simplifier la tâche. Donc, racontez, dites, le contenu est important. C'est pas que l'aspect visuel qui doit jouer. Et puis le dernier, c'est le billet de blog. Alors, il ne faut pas non plus que votre étude de cas se transforme en défi interminable. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir un blog à côté où vous déclinez vraiment l'ensemble peut-être de l'histoire de votre projet, parce que vous le trouvez vraiment très, très intéressant, parce qu'il y a des anecdotes rigolotes dessus, parce que vous avez découvert des trucs absolument inouïs. Donc voilà, n'hésitez pas, mais il ne faut pas que votre portfolio devienne un blog. Voilà. Et après, on a quelques questions qui reviennent souvent lorsqu'on réalise un portfolio, par exemple. Et si mon projet n'a jamais été lancé? Et ben ça, c'est pas grave, parce que vous avez quand même bossé dessus. Donc, je dirais que c'est un petit peu pareil que si votre projet, finalement, il est en interne et qu'il n'est pas visible par les recruteurs. C'est la même chose. Vous avez quand même travaillé dessus, même si ça finit par la poubelle. Vous n'êtes pas obligé non plus de détailler les raisons de l'arrêt du projet, mais vous avez des résultats, vous avez des réalisations. Il suffit de dire finalement votre intervention a duré de temps à temps et que vous n'êtes pas intervenu jusqu'à la fin du projet. Et si je ne connais pas les résultats finaux, justement? Ça, c'est fréquent. C'est-à-dire que, sauf si vous bossez en interne, vous êtes embauché pendant des années, vous avez l'occasion finalement de voir grandir et vivre les projets. Souvent, quand on est en presta, que ce soit via des agences ou en freelance, on est sur des interventions un peu courtes. Donc, on est rarement là, effectivement, une fois que c'est lancé, de voir les impacts et les résultats derrière. Donc ça, c'est pas grave, hein, les gens le savent. Donc, il suffit d'annoncer en disant, voilà, fin du projet, peut-être dire voilà, les impacts attendus étaient ça, et puis de dire que vous n'avez pas pu les mesurer parce que vous n'étiez plus là, c'est pas très très grave. Et si j'ai quitté mon travail avant la fin du projet? Les 2 premiers pourraient répondre aussi, hein. C'est comme si ça avait été jamais lancé ou vous connaissez pas les résultats finaux, c'est la même chose. Vous avez quand même réalisé des choses dessus, donc n'hésitez pas à les montrer et de donner votre période d'intervention par rapport à l'ensemble du projet. On ne vous demande pas de connaître tout de A à Z depuis la naissance du monde jusqu'à la fin des temps. Et si je n'avais pas assez de projets? Alors, il faut un minimum de 3 projets, mais on va vous expliquer juste après comment vous en sortir pour ça, parce qu'il y a de quoi faire. Exactement. Et si je n'ai pas accès aux fichiers? Alors, si j'y ai plus accès, Alors, si vous n'y avez plus accès, effectivement, c'est problématique. Vous pouvez essayer de faire en essayant de vous souvenir de ce que vous avez fait. Mais du coup, le conseil que je vous donne, c'est les projets sur lesquels vous êtes actuellement, c'est de finalement vous faire des archives dessus, de garder les livrables, garder des copies d'écran, et de vous faire une synthèse au fur et à mesure de vos projets. Donc si c'est des projets courts qui durent 2-3 mois, vous faites peut-être des petites synthèses de toutes les semaines. Si c'est des projets plus longs, vous faites une synthèse à la fin du mois sur ce que vous avez fait, où vous en êtes, pour avoir un petit calendrier. Et après, si c'est perdu, c'est perdu. Moi, je sais que j'en ai jeté pas mal. J'avais toujours tendance à beaucoup jeter par le passé. J'avais gardé quelques trucs, mais j'avais pas tout gardé. J'ai réussi à m'en sortir. Mais ouais, l'idée, c'est de prendre l'habitude désormais de garder ces archives. Ouais, il m'est arrivé un peu la même chose, justement, comme j'ai quitté mon ancien travail et que j'en ai pris un autre. À un moment donné, ils m'ont enlevé mes accès de mon compte Figma. Et du coup, ça va que c'était, voilà, c'est notre cause avec voilà, on a un bon terme, j'ai pu récupérer les fichiers que j'avais besoin et pour les garder, mais c'est vrai qu'il faut y penser et pas attendre dans 4 ans quand on aura besoin d'un travail pour revenir dessus, parce que même eux ne les garderont pas. Donc oui. Voilà. Et enfin, on va donc justement se poser la question de développer ses compétences, de développer votre expérience, surtout quand vous n'en avez peut-être pas encore assez. Quand vous êtes junior ou en reconversion, donc oui, effectivement, je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'expérience en dehors des études. Et vous êtes des designers. Et donc, les designers, ils observent. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai que régulièrement, les trucs, je regarde autour et ah non, mais alors ça va pas. Ça, c'est la signalétique dans les gares, les bornes, voilà, les sites sur lesquels je vais, les applications. J'ai cette déformation professionnelle.
bah non mais voilà, il y a des trucs qui vont pas. Petite anecdote, il y a quelques années où j'avais une copine qui m'avait dit t'as qu'à aller sur un site qui s'appelle On va sortir pour élargir ses cercles de connaissances. Et le lendemain, elle me dit alors tu t'es inscrit dessus? Et je lui ai dit alors c'est chiant parce que du coup le bouton est pas clair. J'ai commencé à lui décrire finalement tout ce qui allait pas en termes d'interface et elle m'a dit non mais c'était pas le but. Le but c'était que que tu trouves peut-être des activités qui t'intéressent. Et en fait voilà, des formations professionnelles. Moi je suis partie là-dessus en me disant voilà. Et donc, voilà, les problèmes, il y a énormément de choses qui sont quand même mal faites, mal conçues autour de nous. Donc, il y a de quoi trouver des idées, finalement, de faire. Je fais un peu de mentoring à des jeunes qui veulent changer, qui veulent évoluer après peut-être leur bachelor ou leur BTS, leur DUT, partir en UX design. Je leur dis toujours, mais en fait, voyez peut-être des sites ou des applis que vous utilisez qui vous intéressent beaucoup, mais qui sont mal conçus, et essayez de les refaire comme vous aimeriez qu'ils soient faits, et de décrire finalement ce que vous faites, les différentes étapes, et en quoi vous faites évoluer de manière positive ce produit. Et d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans la tête de Nathalie et d'autres designers, on a la chaîne You Had One Job sur Discord, dans laquelle on balance un peu les trucs qu'on peut trouver par-ci par-là qui sont incohérents, alors que ce soit sur des interfaces ou même du design en général d'objets. Et c'est assez rigolo de voir ce qui peut nous choquer, et au final sur des expériences des fois perso. Donc, moi, j'adore collectionner les copies d'écran de trucs ratés. J'en ai une armée, c'est hallucinant. Il y en a qui sont quand même assez gratinés. Et qui sont récents, parce que des trucs qui datent d'il y a 20 ans, 30 ans, les messages d'erreur un peu bidons, techniques, ok, mais quand ça date la semaine dernière, c'est plus entendable, quoi. C'est clair. Et puis justement, tu mets un point en avant, la Pierre, justement, la communauté Discord. Si justement, à un moment donné, on cherche des sujets, c'est aussi le bon endroit pour en trouver. Je pense qu'il y a toujours des personnes qui seront ouvertes à nous en proposer. Et puis de les travailler en binôme ou en trinôme, hein, pourquoi pas, peut-être pas forcément les faire tout seul dans votre coin, si vous avez besoin d'aide, et de finalement compétences complémentaires. Il y en a un qui est plus recherche, un autre plus design. C'est l'occasion, ouais, complètement. Alors comment on cherche? Et justement, voilà, 10 idées de projets que par exemple, il faut pouvoir réaliser pour avoir un peu plus d'expérience. Donc c'est vrai que par exemple, on peut le trouver aussi même sur Medium. Il y a pas mal d'articles justement où il y a des personnes qui présentent un peu leur study case. Donc ça peut être des bonnes idées à trouver, à prendre en compte pour pouvoir s'inspirer, par exemple. Et après, on a une dizaine d'idées, comme le retour d'un achat en ligne, le tableau de bord des mutuelles, le renouvellement de son permis de conduire. C'est très frustrant. La MTS. Les billets d'avion ou de train ou de métro, on a toujours des choses qu'on peut améliorer, je pense, et c'est l'occasion de pouvoir challenger des choses où tout le monde fait face, justement. La location d'une voiture en ligne, vérifier ses rendez-vous chez le docteur, la prise de contact au service de clientèle de votre banque, la déclaration d'impôt, les achats de supermarché en drive, l'envoi d'un colis, et enfin, SNCF. On l'a rajouté. Et justement, on en rigole, on entend souvent parler, mais c'est vrai que là récemment, j'avais fait face à ça. Justement, j'essayais de réserver des billets de train et j'arrivais pas à commander mon retour. En fait, il y avait l'impossibilité de pouvoir réserver un retour si j'avais juste demandé un aller. Et j'étais obligé de finaliser ma commande avant. C'était vraiment hyper compliqué. Et au final, du coup, j'ai laissé tomber pour aller sur un ordinateur. Mais je trouve ça un peu frustrant. Et je pense qu'il y a plein de challenges. Là, c'est une application, mais il y en a plein d'autres avec des grosses frustrations. Et j'ai mis donc cet article que je trouve vraiment très, très top, qui est Buying a Metro Ticket in Paris, donc qui est c'est un Français, je crois qu'il vit à Tokyo maintenant, qui dit oui, les bornes de l'achat de tickets à Paris, c'est l'enfer. Alors quand on est parisien ou qu'on va souvent à Paris, ça va. Mais quand on est étranger, qu'on passe une fois dans sa vie ou 2 fois dans sa vie à Paris, c'est absolument hallucinant. Ne serait-ce que la différence entre quand on dit on va à la station de métro, Saint-Sulpice, donc il faut taper, je crois, S-A-I-N-T, et si on va à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est S-T, ou c'est l'inverse. Bref, il n'y a pas de cohérence. Donc les gens ne savent pas. Si on est sur place, on le sait, sinon on ne sait pas. Voilà. Vous verrez, c'est très très intéressant. Voilà, on a terminé notre petite présentation, du coup la partie 1 de notre guide du portfolio. J'espère que ça vous a plu.
Petite, pas si Ouais. petite que ça. Hein. C'est vrai. Et je crois qu'il y avait 20 slides en tout. Hein, donc, Ouais, il y avait 20 slides. avec des gros titres. Donc. Et donc on se retrouvera une prochaine fois pour la partie 2 et 3. Vous pouvez nous teaser peut-être un petit peu... À la partie 2, c'est la réalisation. Donc, on verra effectivement les différentes étapes au sein d'un projet, voilà, les différentes choses à raconter et comment on les raconte. Et puis de nouveau, les choses à faire et à pas faire, petites astuces. Ouais, justement, parce après, on a une présentation qui est quand même assez orientée quand même UX design, tout ce qui est voilà, dans l'UX design, UX research, des choses comme ça, parce qu'il y a c'est un process de portfolio qui est assez particulier où justement il faut raconter vraiment le projet, la durée. Il y a vraiment une sorte de guide un peu pour puisqu'on attend des choses dans ces présentations, dans ces study cases, et même au-delà des résultats ou au-delà du process, c'est même ce qu'on en a tiré, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ou qu'est-ce qu'on ferait différemment. Et ça, c'est encore plus intéressant qu'au final le résultat. Et c'est des choses que, par exemple, en tant que même graphiste ou en tant que design de styliste, on ne faisait pas. Alors qu'en fait, ça met tellement en valeur un projet de comprendre un peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé derrière juste des moodboards qui sont tombés comme ça. Et du coup, ça interpelle, comme on dit, c'est raconter une histoire. Et là, du coup, dans la partie réalisation, on va essayer d'aller creuser là-dedans. Ça permet de donner son amélioration continue. Ça peut être des questions que des recruteurs vous posent en disant le genre de truc, c'est racontez-moi un truc qui s'est mal passé et comment vous l'amélioreriez. Et après, on fera la gestion, effectivement, parce qu'on peut avoir un portfolio, on peut avoir des portfolios et puis à les adapter finalement en fonction de là où on a envie de se présenter, là où on a envie de postuler. Et puis aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait. Je fais un site, je fais un PDF, je fais un Notion, je fais un Dribble, voilà. On répondra à tout ça. Génial. Donc ça va être les 2 prochains rendez-vous qu'on va avoir. Idéalement, en fait, on réfléchira d'année en année. Est-ce qu'on peut pas rechallenger un petit peu ces notions qu'on a pu traiter dans ces 3 catégories, hein, démarrage, réalisation et gestion. Ça, on y reviendra en 2023 ou 2024. Sinon, la suite du programme pour cette année, ça va être de se retrouver sur des portfolio reviews qu'on va spécialiser en fonction de typologie de métier. Donc on aura des portfolio reviews sur de l'UX design, de l'UI, de l'UX writing. L'objectif c'est d'avoir un moment d'échange sur des portfolios que vous allez pouvoir nous envoyer, donc n'hésitez pas dans la description, vous aurez le lien vers la candidature, et on va essayer de s'épauler d'experts métiers pour que Manuel et Nathalie puissent avoir une vue aussi très précise par rapport à ces métiers qui font sens dans le design et dans lesquels on peut voir ça comme une compétence mais aussi comme un full-time. Qu'est-ce que je dois amener dans mon portfolio et surtout qu'est-ce qui est attendu en termes de recrutement derrière, parce que l'objectif, bien sûr, c'est sympa de montrer les choses aux potes, mais globalement, on veut savoir si on est performant et si une entreprise va être séduite avec ses travaux. Merci à tous les deux. C'était génial de commencer cette année avec cette présentation. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté Discord de Donut Panic si vous voulez échanger avec Manuel, avec Nathalie, avec toute personne qui pourrait vous donner des retours sur vos portfolios. Et je vous invite vraiment à candidater pour avoir cette review qui pourra être très performante pour vous. Allez voir les anciennes reviews qu'on a pu faire, il y a eu déjà des évolutions de portfolio assez hallucinantes. Donc voilà, ça sera les prochaines étapes. Passez une très belle journée. Vous aussi, et bon week-end. Bon week-end, à bientôt. Bye bye.